Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 315e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la finance, les finances publiques, la fiscalité, l'économie, l'éthique, les nouvelles technologies d'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinéen, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 315e édition, nous avons retenu pour thème blanchiment des avoirs, les enjeux pour Haïti. Pour développer ce thème tout à fait opportun, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir un confrère qui a plusieurs décennies dans le système bancaire, système financier haïtien. Il s'est rendu disponible pour partager avec nous le fruit de ses recherches sur ce thème d'une grande importance qu'en tant que professionnel, il a, je dirais, la compétence pour en parler. Je veux citer le confrère Jean-Baude Chatel. Confrère Chatel, bienvenue à notre émission. Merci Payan. Je tiens particulièrement à remercier l'OCPA pour cette invitation et qui me donne l'opportunité de parler du blanchiment des avoirs et aussi du financement du terrorisme. C'est un sujet extrêmement copieux, passionnant, important, et que nous ne pourrons pas réellement brosser dans un intervalle de temps. Néanmoins, nous allons essayer, de la mesure du possible, voir ensemble certaines définitions, certaines situations pour mieux comprendre les enjeux et les défis qui nous attendent en Haïti. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise un séminaire à l'intention de ses membres sur les normes d'éthique, suivant le code de l'IFAC. Ce sera du 11 au 16 septembre 2016. L'Ordre organise également, reçoit des inscriptions en son local, au numéro 17 de la Ruelle Bossan. À chaque émission, nous vous apportons quelques éléments d'information. Nous sommes à moins d'un mois de nouvel exercice fiscal. Les entreprises comme les professionnels vont recevoir les bordeaux d'acompte provisionnels de la Direction générale des impôts. Les bordeaux d'acompte qui sont payables en 3 tranches, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre pour les professionnels. Ces 3 tranches pour les entreprises sont payables le 15 octobre, le 15 décembre et le 15 février. Donc pour les professionnels, du 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre, et pour les entreprises, 15 octobre, 15 décembre et 15 février. Les valeurs payées à titre d'acompte sont des avances immédiatement déductibles de l'impôt résultant de la déclaration d'impôt pour la période d'octobre 2015 au 30 septembre 2016. C'est ça l'acompte. L'acompte est une avance déductible, récupérable. Et je rappelle, pour les professionnels, il y a aussi un acompte qui est prélevé sur les honoraires au moment de recueillir, de collecter les valeurs facturées en termes d'honoraires. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes,
le thème de mission, blanchiment des avoirs, les enjeux pour Haïti. On parle de blanchiment des avoirs. On parle d'un problème d'une portée mondiale, internationale. Tous les États sont concernés. Et Haïti, faisant partie de cette grande chaîne, ne peut qu'emboîter le pas. C'est ainsi que nous avons eu une législation de 2001, une autre de 2013, et aujourd'hui, on en parle, il faut avoir de nouvelles dispositions régissant la lutte contre le blanchiment des avoirs et la lutte contre le terrorisme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons demandé à notre invité, le confrère Jean-Paul Châtel, de dire quelle est l'ampleur de ce problème à l'échelle internationale qui justifie toutes ces préoccupations, ces inquiétudes. Ok, confrère, avant réellement de commencer au niveau de l'ampleur internationale, je vais d'abord partir du concept pour que le public puisse bien comprendre les effets et pour que le public puisse avoir une meilleure compréhension de ce phénomène. D'abord, qu'est-ce que c'est le blanchiment? Parce qu'on en parle beaucoup et parfois, à tort, on confond le blanchiment des capitaux avec le narcotrafic. Le narcotrafic représente seulement une infraction sous-jacente au blanchiment. Mais le blanchiment, qu'est-ce que c'est en réalité? En réalité, c'est le fait d'occulter, de déguiser, de cacher les avoirs acquis de manière illicite et de les faire rentrer dans le système formel, ou du moins de les blanchir, comme on dit. Autrement dit, on parle de l'argent sale. De l'argent sale. De l'argent sale, c'est ça qui est le blanchiment. C'est comme, je dirais, pour employer un langage imagé, ce sont des tours de passe-passe, de prestigitation, okay, pour faire rentrer cet argent sale dans le système formel. Et ce qui arrive, la façon d'opérer, les mécanismes ne sont limités que par l'imagination des délinquants. Donc, ils ont pas toutes sortes de mécanismes pour faire rentrer cet argent sale dans le circuit formel. Donc, voilà ce que c'est le blanchiment. Naturellement, il y a une définition légale beaucoup plus longue, beaucoup plus précise, mais pour tout le monde, pour le public, voilà ce que représente le blanchiment. On parle aussi quelle est l'origine du blanchiment. Bon, il y a une légende qui dit que ce blanchiment vient du fait qu'à l'époque d'Al Capone, à Chicago, Al Capone faisait passer cet argent sale à travers toute une série de lessiveries automatiques qu'ils avaient, mais ce n'est qu'une légende. En réalité, le mot blanchiment vient du fait, c'est le processus à travers lequel l'argent sale est blanchi. Dans l'économie formelle. Pour entrer dans le circuit formel, exactement. Donc voilà ce que c'est le blanchiment. Et les chiffres sont réellement astronomiques lorsqu'on parle de blanchiment. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le blanchiment, c'est une étape. Mais cependant, il y a des infractions sous-jacentes au blanchiment. Parce qu'il y a blanchiment parce qu'il y a des infractions sous-jacentes. Et les infractions sous-jacentes sont nombreuses. Okay? Que ce soit le kidnapping, le racket, la corruption, le vol, la contrebande illicite, etc. Donc, il y a au moins une quinzaine d'infractions sous-jacentes au blanchiment et on doit incriminer ces infractions sous-jacentes afin qu'on puisse poursuivre les fauteurs et les délinquants. Très bien. Donc, ça voudrait dire que le blanchiment, c'est, je dirais, l'aboutissement. C'est correct. De toutes ces infractions sous-jacentes. Exact. Et ceci nuit à l'économie formelle. Est-ce que vous avez quelques données, quelques chiffres qui pourraient permettre aux téléspectateurs de bien comprendre l'ampleur du problème? J'ai 2 ou 3 chiffres
publié par le Forum économique mondial qui va vous donner une idée de l'ampleur du problème parce que c'est réellement inquiétant. Laissez-moi vous donner 2 ou 3. Par exemple, la contrefaçon et la piraterie coûtent à l'économie globale 1,8 trillion de dollars en 2015. Ça vous donne une idée? C'est un chiffre astronomique, 1,8 trillion de dollars. Ensuite, on vous dit que, deuxièmement, la valeur totale du produit du crime estimé en 2009 par les Nations Unies est de 2,1 trillion de dollars. Okay? Ce qui dépasse la valeur des dépenses militaires de manière globale et combinée, qui s'élève à 1,8 trillion. D'autres chiffres pour illustrer le problème et de voir exactement les infractions sous-jacentes à ce blanchiment, on vous dit qu'à peu près 120 000 enfants meurent chaque année dans les zones de l'Afrique subsaharienne en raison de médicaments avariés et folâtés. Et 700 000 personnes chaque année meurent toujours des médicaments folâtés, avariés et falsifiés, de la tuberculose et de la malaria. Une autre information que je voudrais partager avec vous, c'est que près de 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé. 21 millions de personnes sont victimes de travail forcé, ce qui procure des revenus de l'ordre de 150 milliards de dollars. Donc, ceci pour vous donner une idée assez globale, assez vaste de l'ampleur du problème de blanchiment. Ce n'est pas une petite affaire, nous parlons de trillions de dollars. Très bien. Puisque vous avez bien défini le concept même de blanchiment de capitaux, mais est-ce que vous pouvez identifier maintenant les étapes? OK. Je vais avant de parler des étapes, parce qu'il y a une partie de la question que je n'ai pas répondu, c'est que le blanchiment cause des problèmes à l'économie, grossit l'économie démesurément, okay? Et les causes sont diverses. C'est la consommation à tout prix, la perte des systèmes de référence, des systèmes de valeurs, et aussi il y a les progrès technologiques, l'élimination des frontières géographiques, physiques, okay, crée aussi, alors que l'économie formelle progresse positivement, mais l'effet pervers de ce mouvement, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une dynamique délinquentielle qui accompagne ces progrès. Donc c'est comme une économie parallèle. Parallèle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe toute une série de méfaits causés par le blanchiment à l'économie formelle, que ce soit le crime organisé pour le dessus, etc. etc. Ça, c'est les conséquences négatives. Négatives, l'inflation, okay, etc. Du blanchiment. Du blanchiment. Maintenant, je voudrais aussi, étant donné que les deux notions sont intimement liées, et nous allons voir pourquoi, je voudrais parler aussi du financement du terrorisme. Okay? Le financement, le terrorisme, alors que le blanchiment d'argent, c'est en général l'argent sale qu'on lave et qu'on fait passer dans le circuit formel pour devenir un argent propre. Le financement du terrorisme peut se faire, et se fait en général, à partir de l'argent propre. Ils sont captés par des fondations, des associations charitables qui ne savent même pas parfois la destination finale de cet argent. Okay? Donc voilà une différence essentielle, quoique les deux ont un dénominateur commun, c'est l'argent. Très bien. Donc voilà le point qui lie le terrorisme avec le blanchiment d'argent. Okay? Maintenant, je voudrais tout simplement ajouter quelque chose. Qu'est-ce que c'est un terroriste?
Un terroriste, c'est quelqu'un qui commet un acte terroriste. Très bien. Qu'est-ce que c'est un acte terroriste? Un acte terroriste, c'est un acte qui consiste à tuer, à blesser grièvement ok, une ou plusieurs personnes qui ne participent pas directement aux hostilités de conflits armés et dont ce acte-là a pour objet l'intimidation d'un gouvernement ou d'une organisation internationale afin de lui forcer à commettre ou à ne pas commettre un acte. Voilà. Donc, le financement du terrorisme est extrêmement important et il existe des situations où le financement du terrorisme est fait à partir de l'argent sale en ce qui concerne le narcotrafic. Très bien. Donc, revenons maintenant aux étapes du blanchiment. Okay. Et on pourra voir aussi les mécanismes. Okay. Les étapes du blanchiment sont connues à travers le monde. Ce processus passe par 3 étapes. Le placement, l'empilage et l'essorage. C'est-à-dire, dans la première étape, le premier mouvement, le délinquant essaie par tous les moyens possibles de faire rentrer l'argent sale dans le circuit formel, d'ouvrir un compte. Inutile de dire que dans les pays qui n'ont pas une structure de lutte contre le blanchiment, cette première étape n'est même pas nécessaire puisque le blanchiment peut directement, à partir de l'argent sale, acheter des voitures, acheter des bijoux, etc., acheter de l'or, etc. Mais dans les pays où il existe une structure de lutte contre le blanchiment, le délinquant essaie de faire rentrer cet argent sale dans le circuit formel. Et ceci, il y a plusieurs moyens possibles qu'ils emploient pour le faire rentrer. Maintenant, cet argent sale, une fois rentré par des stratagèmes, etc., la deuxième étape que suit le délinquant, c'est ce qu'on appelle en anglais le layering, qui est l'empilage, à savoir l'argent étant dans l'institution financière, toute une série de transactions est faite pour masquer l'origine première de l'argent. À savoir, on achète des terrains, on achète des voitures, on achète des bateaux, on achète des bijoux, etc. Et après, on les revend. Et quel que soit le prix aussi, il faut dire. Quel que soit le prix. Le prix. OK? Ça, c'est la deuxième étape qu'on appelle l'empilage. Et la troisième étape, qu'on appelle en anglais l'integration, c'est l'essorage. À cette étape de l'essorage, pratiquement, il est extrêmement difficile de déterminer l'origine de ces fonds. Parce que les fonds qui sont passés à travers l'empilage sont encore rebrassés, que ce soit des placements à l'étranger, que ce soit s'accaparer de certaines sociétés locales qui sont en difficulté, okay, etc., etc. Donc, voilà ces 3 étapes de blanchiment et les mécanismes utilisés sont multiples. Donc, vous avez dit qu'il y a d'abord les placements, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent sale peut vouloir acheter des actions, des obligations. Il ne peut pas maintenant. Non, il cherche à il cherche à le faire. Okay? Il peut essayer aussi de prendre, alors je parle de mécanisme maintenant, il peut essayer aussi de prendre le contrôle d'une société. Très bien. À partir de son actionnariat. Très bien. À partir de son capital. Et automatiquement qu'il rentre dans cette société, et cette société a déjà un compte qui est ouvert dans les banques, il peut facilement maintenant faire passer cette transaction. Donc, s'agissant d'un consommateur irrégulier, il ne négocie pas les prix. Il ne négocie pas les prix, au contraire, il est disposé à payer entre 15 à 20% de commission pour que l'argent puisse se blanchir ou bien acheter plus cher. Donc, pour pouvoir mener à bien leurs activités, ils sont disposés à payer plus cher. Et le coût de la transaction n'est pas un facteur déterminant pour eux. Et ceci est aussi un indice de typologie de comportement suspect. Parce qu'une fois qu'une personne ne se préoccupe pas des commissions à payer, des coûts à payer, et veut faire à tout prix cette transaction, ça doit provoquer un trigger, un déclic pour dire « What? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est un agent économique irrégulier, anormal. Anormal, irrégulier, anormal. Très bien. Donc, vous avez identifié les étapes, les mécanismes. Mais il y a aussi, à l'échelle internationale, des institutions, par exemple, les banques offshore, les shell banks. Donc, ce sont autant d'institutions, d'organismes qui jouent un rôle déterminant
dans le cadre, par exemple, de la gestion des avoirs. Et ceci, c'est non seulement l'économie formelle, mais également, je pense que les investisseurs irréguliers, les agents économiques irréguliers comme ceux qui ont en principe l'argent sale, sont aussi intéressés à utiliser ces outils-là. OK. Avant d'entrer dans cette partie du sujet, je voudrais tout d'abord, si tu le permets, parler de cette mise en branle, OK, de l'économie mondiale formelle pour lutter contre ce phénomène à partir d'organisations, d'organismes, d'associations. Pourquoi? Ce concept serait important pour lier ça par rapport au mécanisme, oui, voire revenir à la structure mise en place. Oui. Ce serait mieux. OK. Donc, il y a plusieurs organismes qui sont là pour lutter contre le blanchiment. Et l'organisme le plus important dans le monde entier, c'est le GAFI, okay, avec ses 40 recommandations. Il y en a d'autres. Il y a le groupe Egbon, il y a le Rosberg Group qui sont là pour aider les banques, entraide financière, échange d'informations, etc. Mais l'organisme le plus important avec ses 40 recommandations sur le terrorisme et ses recommandations ses 40 recommandations sur le blanchiment et ses 7 à 8 recommandations sur le terrorisme, c'est le GAFI. Naturellement, le GAFI a des extensions, des excroissances, si je peux m'exprimer ainsi, dans le monde entier. Régionaux. Des régionaux, que ce soit GAFI Sud, que ce soit ici pour nous en Haïti, ce qu'on appelle le GAFIC, okay? Le GAFIC qui fait des évaluations entre ses membres et aussi qui demande à ses membres de s'auto-évaluer pour que ses membres soient en harmonie avec les grandes tendances mondiales imprimées par les 40 recommandations du GAFI. Donc, le GAFI, vous pouvez élucider le concept, le thème? Le GAFI a été créé. Le GAFI, c'est Global Action, Global Action Financial. La version anglaise que je connais mieux, c'est Financial Action Task Force. Okay? C'est le Global Action financière. Okay. Et ce GAFI, qui devient GAFIC dans les Caraïbes, a été formé à Paris, à partir du groupe des G7, pour lutter contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Et c'est cet organisme qui publie régulièrement des recommandations qui n'ont pas force de loi pour les pays, mais qui sont des contraintes posées par les pays. Et si un pays, par exemple, ne suit pas ces recommandations, ce pays est mis à l'index au niveau international. C'est ce qu'on appelle en anglais le Non-Cooperative Country Territory. Okay? Et à partir de ce moment, ces pays-là sont sur une liste noire et les transactions avec ces pays sont passées à la loupe, okay? Et parfois sont interdites, sont prohibées ou bien sont mises sous embargo. Donc voilà ce que c'est le GAFI. Le GAFI, c'est qui prend le leadership et publie régulièrement le positionnement mondial en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Maintenant, le GAFI fait des recommandations aussi aux différents pays, et nous allons voir ça tout à l'heure, pour que ces pays puissent ajuster leurs lois, okay, en fonction de cette lutte. Il y a des conventions. Il y a des conventions, il y a des traités, il y a des accords que les pays ont ratifiés et que les pays devront tout naturellement suivre ces conventions, traités, accords, etc. Et Haïti est membre de... Et Haïti est membre du GAFIC à travers la CARICOM. Et on va parler tout à l'heure. Je vais profiter aussi pour répondre, pour amener tout naturellement ta question. C'est qu'il existe une situation qui sont utilisées, ces différentes situations sont utilisées comme mécanisme de blanchiment aussi, mais ceci nous permet d'avoir une idée de ce que c'est. On parle des offshore banks, les banques offshore. Je crois qu'il y a une très, très grande confusion en ce qui concerne les offshore banks. Okay? À ne pas confondre avec le shell bank ou bien la banque fictive. Très bien. Okay? Le offshore bank, c'est une banque, globalement, qui opère selon les lois de pays et qui a une autorisation spéciale, un permis, okay, de mener ses activités seulement avec des non-résidents et dans une monnaie autre que le pays d'origine. Okay? Donc, c'est ça le offshore. Le pays d'origine donne
une autorisation à cette institution pour ne pas traiter avec les résidents et de traiter seulement en monnaie étrangère, pas en monnaie locale. Bien sûr, il y a des variations en ce qui concerne cette définition de offshore bank comme Bahamas. Okay? Donc voilà ce que c'est un offshore bank, c'est-à-dire au large, à l'extérieur. Quoique l'offshore bank peut se situer aussi à l'intérieur du pays, mais avoir un statut spécial. Très bien. Okay? Donc ça, c'est le offshore bank. Et inutile de vous dire que si vous placez offshore, les lois offshore sont beaucoup plus indulgentes par rapport aux lois onshore dans le pays d'origine. D'autant plus que les autorités locales n'ont pas de mainmise sur ces fonds qui se trouvent à l'extérieur. Très bien. Okay? Donc, vu l'importance de ces deux concepts à la fois, offshore bank et shell bank, on prend une pause et on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 315e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème blanchiment des capitaux, les enjeux pour Haïti. Notre invité, le confrère Jean-Borde Chatel. Au cours de la première partie de l'émission, le confrère Jean-Borde Chatel a bien clarifié les concepts de blanchiment, les étapes, les mécanismes. Donc, en matière de blanchiment, il faut retenir, c'est l'argent provenant d'activités illicites que l'on cherche à inclure dans l'économie formelle. On a parlé d'argent sale. Donc, ça veut dire le produit résultant de ces infractions sous-jacentes, qui capent vente de drogue, corruption, contrebande, eh bien, il a cherché à entrer dans l'économie formelle. Là. Bon, bonne étape pour ça. Alors, c'est pourquoi, à l'échelle mondiale, il y a des mécanismes de lutte contre le blanchiment des avoirs, des capitaux. Au cours de la seconde partie, eh bien, le confrère Jean-Borde Chatel va continuer à nous parler de notre concept qu'on appelle Shell Bank. Vous remarquez, il a parlé de offshore bank, il vous a dit comment ça fonctionne. C'est une banque qui fait affaire avec des non-résidents dans une monnaie autre que la monnaie locale et généralement les offshore banks sont dans des paradis fiscaux. Donc, confrère Chatel, vous allez continuer à nous parler de ce qu'on appelle du concept de Shell Bank pour qu'on puisse bien voir la différence qu'il y a entre banque offshore et la Shell Bank. OK. Le Shell Bank, qu'on appelle la banque fictive, mais qu'on connaît surtout sous le nom de Shell Bank, en fait, c'est une banque qui n'a pas de présence physique. OK? Et s'il y a cette banque-là un papier en tête qui porte une adresse, l'adresse ne vous représente rien. En fait, il n'y a pas de construction en bloc, en mortier. Okay? Donc, pratiquement, cette banque-là n'a pas une structure de management et de décision. Ce ne sont que des intermédiaires qui exécutent des ordres de paiement, des ordres de transfert, des ordres de placement. En fait, cette banque n'existe pas dans le sens propre du mot. Que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau management, que ce soit au niveau décision. Et le Shell Bank, ou bien la banque fictive, le Patriot Act aux États-Unis interdit que les banques américaines font des affaires avec les Shell Bank. Et en même temps aussi, demandent régulièrement à leurs correspondants étrangers s'ils font des affaires avec les Shell Bank. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dangereux. Parce que ces Shell Bank-là, pourquoi? Parce que ces banques fictives risquent de polluer le système fédéral de la Reserve Bank.
OK? Donc, ceci est prohibé. Donc, voilà pour mieux comprendre ce que c'est un offshore bank en termes de recherche de paradis fiscaux et d'exonération, etc. Et de shell bank, qui est simplement une banque virtuelle. Très bien. Parfait. Puisque nous parlons du blanchiment des avoirs, des conséquences du blanchiment des avoirs, vous pouvez voir maintenant quelles sont les professions, les activités qui sont concernées et qui ont un rôle important à jouer en cette matière. Bon, les institutions qui sont particulièrement concernées, c'est les institutions financières, les banques. Les banques d'abord. Les banques, oui, parce que c'est là qu'il y a le plus attrait pour les faussaires de faire rentrer l'argent dans le système financier haïtien par exemple, et après tout seulement d'ouvrir un compte. Et une fois que ce compte est ouvert, comme on dit en créole, l'école laguée. OK? Donc, à partir de ce moment, le faussaire, le délinquant de préférence, peut faire n'importe quel type de transaction puisqu'il a déjà un pied à l'intérieur du système. C'est informel. OK. Mais cependant, les banques elles-mêmes ne sauraient à elles seules, OK, apporter le remède ou bien lutter seules contre ce phénomène aussi complexe que le blanchiment d'argent. Parce que toute la société doit y contribuer. Et lorsque nous disons la société, nous parlons de ce qu'on appelle en général les gatekeepers, c'est-à-dire les professions libérales, les avocats, les notaires, les comptables, les dealers d'automobiles, les vendeurs de métaux précieux, les vendeurs de pierres précieuses. OK? Tout ce monde-là a des responsabilités en ce qui concerne le blanchiment d'argent et ont le devoir de signaler toute situation anormale aux autorités compétentes. Lorsque je parle d'autorités compétentes, je parle particulièrement de l'UCREF. De l'UCREF, qui est ce qu'on appelle en anglais le Financial Intelligence Unit. Okay? Intelligence financière, okay? Unité centrale de renseignement financier, comme on l'appelle. Okay? Et c'est l'UCREF qui traite les données expédiées par les banques afin de déterminer s'il y a lieu de monter un cas, okay, légalement contre cette personne ou bien ce groupe de personnes ou bien cette société. Donc, l'UCREF a un rôle extrêmement important à jouer et dans la loi de février 2001 et la loi de novembre 2013, okay, l'UCREF est mentionné. On va parler de l'UCREF encore tout à l'heure pour ce qui se fait actuellement, mais l'UCREF a un rôle extrêmement important à jouer. Il y a aussi la Banque centrale. La Banque centrale qui fait des interventions régulières au niveau du système financier. Pourquoi? Pour déterminer si le programme anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme qui a été implanté dans ces institutions financières, si ce programme fonctionne correctement, marche bien. Et la Banque centrale peut détecter des faiblesses et faire des recommandations à ces banques, à ces institutions financières, pour améliorer leur programme de lutte contre le blanchiment, et ceci afin d'éviter que le système financier ou bien certaines banques du système financier ne soient utilisées comme conduit de blanchiment, même à son insu parfois. Donc voilà le rôle de la Banque centrale, le rôle des institutions financières, particulièrement les banques, et le rôle des gatekeepers. Naturellement, il existe ce qu'on appelle des non-financial institutions. Par exemple, les casinos. Maisons de jeu, etc. Qui, aux États-Unis, les casinos sont traités comme institutions financières, parce qu'ils émettent des chèques. Okay? Donc, il y a tout un autre groupe de non-financial institutions qui aussi participent dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, il y a l'institution financière, les non-financial institutions, il y a la Banque centrale, il y a les gatekeepers. Okay? Les coopératives d'épargne de crédit. Les coopératives d'épargne de crédit. Tout ce monde-là participe normalement dans la lutte contre le blanchiment des avoirs. Alors la question que j'ai est embarrassante, mais qui doit sonner, qui va déclencher l'alarme? OK. L'alarme est déclenchée au niveau de l'institution elle-même. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les typologies de comportement suspect. C'est-à-dire que si dans une banque donnée, un client vient faire une transaction, et lorsque le client vient faire la transaction, le client a une attitude, entre guillemets, drôle. OK? Et à partir de ce moment, le déclic,
est provoqué. Le client vient avec des sachets remplis d'argent et il ne sait pas combien d'argent qu'il y a dans les sachets. L'argent est en vrac, l'argent est en petite coupure, surtout en monnaie étrangère. Tout ceci, ce sont des indices. Okay? Particulièrement en ce qui concerne la typologie du comportement suspect, il faut reconnaître, premièrement, la transaction elle-même ne correspond pas à la surface financière du client. Par exemple, on est étudiant, il finit régulièrement, la fait des dépôts de 50 000, 100 000 goudes, alors que c'est étudiant relié. Okay? Ceci devrait provoquer un déclic, cette typologie de comportement suspect. Deuxième typologie, c'est que l'opération elle-même paraît ne pas avoir de justification économique. C'est-à-dire qu'on est capable de déposer comme dans le compte lit, le moment des lits. Il n'est pas commerçant. Il n'est pas commerçant, il n'est pas rien. Il n'est pas professionnel, il n'est pas rien. Il a déposé comme ça. Ah, son tel qui était de mon corps, etc. Encore bolette. Encore bolette, etc. Il ne paraît pas avoir de justification économique. Okay? Et l'opération aussi se déroule dans un environnement très complexe, avec beaucoup de complexité, l'opération, ce qui s'apparente à l'empilage. Okay? Et quatrièmement, ce qui arrive parfois, c'est que la personne qui vient ouvrir un compte à la banque, on se rend compte à partir de l'entrevue que ce compte n'appartient pas à la personne. Parce que la personne n'a pas la dimension, la surface financière pour gérer le montant. Et on apprend que ce n'est pas moi, non, en réalité, propriétaire. C'est le propriétaire qui veut ouvrir le compte pour lui, après ma ballon procuration pour signer ce compte-là. Donc il faut chercher, il faut creuser, il faut trouver le bénéficiaire réel, le bénéficiaire effectif. En termes clairs, les institutions financières doivent connaître leurs clients. Know your customers. Okay? Et pour cela, vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle le due diligence. Okay? Et si ce sont des clients provenant de secteurs à risque, vous devez faire un due diligence renforcé. Quels sont ces secteurs à risque? En général, en Haïti, nous sommes dans un pays de cash intensive economy, économie de cash. Nous devrions, toutes les sociétés qui manipulent beaucoup de cash, pratiquement rentrent dans une catégorie à risque. Okay? Toutes les sociétés, beaucoup de cash sont brassés au cours de la journée. Donc, les sociétés qui sont classifiées, qui sont catégorisées high risk, il va avoir un due diligence renforcé. On demande beaucoup plus d'explications sur la société. Les actionnaires, les membres du conseil d'administration. Okay? Et c'est fou ce que nous recevons en Haïti à partir de nos correspondants étrangers en ce qui concerne des informations qu'on nous demande sur la banque elle-même. Mais on va parler tout à l'heure. Très bien. Donc, il y a, je dirais, une obligation pour l'institution financière de suivre ses clients, de les connaître et de partager ces informations avec d'autres institutions étrangères. C'est bien le cas. C'est correct. Nous avons nos contraintes locales imprimées par le CREF, okay? Et la Banque centrale en ce qui concerne le formulaire F95, la provenance des fonds. Et le CREF nous impose aussi des restrictions en ce qui concerne des transactions qui montrent une typologie suspecte. Donc, il y a un dépôt minimal, maximal à la banque. Oui, c'est-à-dire accepté client. À partir de 400 000 gouttes, bien entendu, ce montant doit être augmenté. C'était 10 000 $. À cause de la décote. Okay? Donc, à partir de ce moment, vraisemblablement, ce montant va être augmenté par la Banque centrale aux environs de 600 et quelques 000. Okay? Parce que ça ne correspond plus à une réalité des 10 000. Okay? Donc, les clients doivent inscrire sur ce formulaire de provenance de fonds d'où provient l'argent. Okay? Naturellement, il y a d'autres travaux qui sont effectués par le département de la conformité, parce que chaque banque est obligée d'avoir un officier de conformité et des assistants, okay, pour pouvoir justement retracer les transactions. Très bien. Okay? Donc, à l'intérieur de la banque, il y a une structure. Il y a toute une structure qui permet de. C'est correct. De jouer un rôle proactif en ce qui a trait exactement, au coût de blanchiment. Pour éviter que les opérations, l'infrastructure de la banque soient utilisées comme conduit de blanchiment. Très bien. Okay? Maintenant, à l'échelle internationale, les banques locales ont rapport avec des banques internationales, des banques correspondantes,
comment se réalisent ces opérations-là, ces transactions-là? OK. Une banque, que ce soit en Haïti ou dans d'autres pays, a besoin de correspondants étrangers pour fonctionner. En ce qui concerne ce qu'on appelle des opérations comme le cash letter service, l'ouverture de lettres de crédit, etc., etc., beaucoup d'opérations financières se font à l'extérieur. OK? Et le correspondant étranger a un rôle extrêmement important à jouer pour les banques locales haïtiennes. Sans le correspondant étranger, vous ne pouvez rien faire. Okay? Vous avez les points et les mêliers. Vous ne pouvez pas. La partie internationale, vous ne pouvez pas traiter. C'est paralysé. Paralysé entièrement. Donc, la banque a besoin de ses correspondants étrangers. Qu'est-ce que c'est un correspondant étranger? C'est un correspondant qui fait cette transaction pour vous. Et que ces correspondants étrangers vous considèrent, nous autres en Haïti, comme la banque cliente. Et la banque cliente est assujettie à plusieurs conditions, puisque régulièrement, les correspondants étrangers vous envoient des documents chaque année, qu'on appelle des documents de certification. Et vous demandent toute une série, ça peut être 6 ou 7 ou 8, 9, 10 pages, toute une série de questions sur votre structure. Est-ce que vous faites affaire avec des shell banks, des banques fictives? Quels sont les pays sous embargo? Est-ce que vous avez un système pour faire le tracking, pour repérer les gens qui sont classés dans les listes de la FBI, de la CIA et de l'ONU? OK? En ce qui concerne les terroristes, etc., etc., etc. Donc, ces banques vous demandent toute une somme d'informations et ces informations doivent être satisfaisantes à leur niveau. OK? S'il y a une faiblesse, vous soulignez la faiblesse et vous mentionnez quel est le processus qui est en cours pour remédier, pour suppléer à ces carences. Okay? Donc, les banques correspondantes jouent un rôle extrêmement important pour les banques locales, et c'est ce qui se passe actuellement. Et les banques correspondantes regardent aussi la situation pays, le country risk. La situation pays, parce que c'est extrêmement important, parce que les banques correspondantes étrangères aussi ont un risque. Et ce qu'on appelle le de-risking ou le de-banking actuellement, qui fait la une de l'actualité, c'est surtout, particulièrement en Haïti, c'est surtout la position d'évaluation de risque d'une banque étrangère par rapport à sa cliente, la banque locale en Haïti. Parce que si vous êtes dans un pays et que maintenant le pays a une infrastructure faible, okay, il n'y a pas de loi. Okay, même si les institutions financières se comportent bien, comme en Haïti, okay, mais s'il n'y a pas de loi locale pour articuler l'environnement juridique, okay, à partir de ce moment, vous allez être considéré comme pays à risque et il se pourrait fort bien que vos correspondants étrangers décident de ne plus faire affaire avec vous. Très bien. OK? Ceci est extrêmement important en Haïti, c'est ce qui se passe actuellement, pas seulement en Haïti, mais au niveau de la CARICOM, où les pays sont en train de prendre toute une série de mesures et de faire du lobbying, de rencontrer les représentants des banques étrangères, les correspondants, pour ne pas être frappés lorsque le de-risking va entrer en jeu. Mais maintenant, vous savez, il y a une date butoir aujourd'hui pour qu'on ait une nouvelle législation sur le blanchiment des avoirs. Ceci peut avoir des conséquences énormes. C'est correct. N'oublie pas, confrère, que nous avons la loi de février 2001. Ensuite, nous avons eu la loi de novembre 2013. La loi de novembre 2013 n'abroge pas, ni n'annule pas, non? Tout ce qui est contenu dans la loi de février, mais complète. Okay? Donc ça veut dire que nous avons deux lois. C'est-à-dire, lorsque vous allez lire la loi sur le blanchiment, il faut lire les deux lois pour bien comprendre. Okay? Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que sous la pression du GAFIC, parce que nous avons été inspectés en 2014, en 2015, et nous avons pas mal de points négatifs, ou bien nous sommes non-compliant, ou bien partially compliant. Et nous devons prendre des mesures concrètes, okay, avant la date de début novembre, 12 novembre 2016, pour que nous puissions nous mettre à jour. Là, on parle du système financier haïtien. Le pays. Le pays. C'est-à-dire, nous parlons de l'aspect législatif. Et c'est en ce sens que nous assistons à tout ce branle-bas actuellement qui se fait dans le pays et que le Parlement aura un rôle très important à jouer en ce qui concerne la ratification, okay, de ces projets de loi
avant que la Chambre des députés n'aille en vacances, Vacances. le 12 septembre. OK? Ceci est extrêmement important. Et ces lois-là sont, qu'est-ce que c'est? Particulièrement, ce sont des lois qui viennent renforcer la loi de 2013. Il y a à peu près une quinzaine d'articles qui ont été modifiés, qui ont été amendés. Et aussi, il y a le caractère autonome, la loi organique sur le CREF. OK? Et aussi, il faut le reconnaître, le caractère d'incrimination de certaines infractions sous-jacentes et aussi la confiscation des biens, le traitement de la confiscation des biens, que ce soit en termes de blanchiment, que ce soit en termes de financement du terrorisme. OK? Et non seulement nous sommes obligés de nous mettre à jour par rapport aux instances internationales, puisque nous avons signé des traités, des conventions, des accords, et que nous devons harmoniser nos lois par rapport à ces traités, conventions et accords. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos et dire que monsieur a fait par eux, nous-mêmes n'a pas fait par nous, nous sommes grand monde. Non, nous devons harmoniser nos lois pour refléter l'idée, l'esprit de ces accords. C'est ce qui est très important et nous devons travailler durement à mettre à jour dans notre système législatif ces lois. Et parallèlement aussi, il y a pas mal de points qui concernent le code pénal qui doit s'ajuster par rapport à ces dispositions, traités, conventions, etc. Nous avons du pain sur la planche et nous avons attendu trop longtemps. Nous sommes dans un marché pressé alors qu'on aurait pu le faire bien avant et le faire à tête reposée. Maintenant, nous avons le couteau sur la gorge et nous devons aller vite et bien. Mais alors, dans ce marché pressé, est-ce que vous auriez quelques recommandations, quelques conseils en tant que professionnel? Nous avons fait des recommandations lors de la loi de novembre 2013. Maintenant, je pense que l'idée, c'est de sensibiliser les acteurs, les différents acteurs du gouvernement, de l'exécutif et du Parlement, les sensibiliser pour voir l'importance des enjeux. C'est extrêmement important, l'importance des enjeux et ce que ça peut coûter pour Haïti, le fait qu'on soit mis à l'écart, à l'index ou sur une liste noire. Ceci peut être catastrophique pour ce pays. Donc, notre rôle, particulièrement maintenant, puisqu'il y a des lois qui ont été proposées, des projets de loi qui ont été proposés, c'est d'activer le processus pour que ces lois puissent être votées, tout en continuant à travailler sur des articles du Code pénal pour harmoniser ce Code pénal. Parce que, autrement, la façon dont le Code pénal est actuellement, le CREF sera bloqué pour mener à bien ces investigations et préparer des dossiers contre les délinquants. Très bien. Alors, nous espérons avoir cette nouvelle législation et vous avez dit tout à l'heure, une banque correspondante peut décider de surseoir, de suspendre cette action à une banque locale. C'est correct. Alors, quelles seraient les conséquences de ça? Les conséquences seront catastrophiques. La banque correspondante réfléchit à partir de 2 éléments d'information, et même 3. Premier élément d'information, le country risk, le risque pays. Si le pays a un problème au niveau voter le roi législatif, maintenant, les institutions financières, même si tout est bon à l'interne, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Il ne va pas arriver loin. Déclaration qu'il a fait au CREF, déclaration bloquée de un côté, le CREF n'a pas avancé. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques considèrent, les banques correspondantes, le risque pays. Les banques considèrent aussi le risque coût-bénéfice. Pourquoi je dois traiter avec une institution se trouvant dans les Caraïbes, par exemple en Haïti, et dont les revenus sont l'ordre de 200 000 à 300 000 $ par an, pour m'exposer à des pénalités de l'ordre de 10 millions, 20 millions, 30 millions par rapport au département du Trésor américain. À dire aussi sur la société cotée à la bourse. OK? Donc, pratiquement, pourquoi dois-je le faire? Donc, c'est pour ça que nous avons surtout le de-risking, qui est simplement une évaluation du risque pays et une évaluation du risque avec les sociétés, les institutions financières avec lesquelles on traite. Donc, voilà le de-risking. C'est-à-dire, pourquoi je dois traiter? Naturellement, je peux dire que cette banque a pris toutes les mesures qu'il faut pour que son environnement soit sain. Mais cependant, le pays a un problème. Il n'y a pas de loi pour protéger ces institutions en ce qui concerne le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
OK? Donc, c'est pour ça que ces lois-là sont extrêmement importantes pour pouvoir avancer et faire sortir Haïti de la zone d'ombre, OK, dans laquelle notre pays se trouve. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission qui a pour thème blanchiment des avoirs, blanchiment des capitaux, les enjeux pour Haïti. L'objectif était de vous renseigner, de vous informer. C'est un problème qui concerne tout le monde, puisqu'on parle des relations financières entre Haïti et des partenaires étrangers. Relations entre les banques locales et les banques étrangères. Ces dispositions-là sont d'une importance capitale. Nous ne pouvons que souhaiter, je dirais, l'aboutissement de ces démarches dans le temps imparti. Comme l'a si bien dit le confrère Bonchatel, le 12 novembre, c'est bien la date butoir. À vous tous, nous disons un grand merci, et à vous, chers confrères, merci et félicitations, et à bientôt. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer très bientôt avec probablement un spécialiste du code pénal pour voir exactement la ramification. C'est bien. Parce que c'est un projet extrêmement vaste. C'est bien. Sur ce, à bientôt sur cette même chaîne.